ABK Matin, l'interview. Honorable Samuel Dieudonné Motte, bonjour et bienvenue sur ABK Radio. Bonjour Fifi, je suis très heureux d'être là. Après un très long passage où je n'ai pas été sollicité par la chaîne. Maintenant, le RDPC a voulu que je sois là ce matin et merci de m'accueillir. J'en profite également pour saluer Didier Kwamo, avec qui j'ai eu une très longue conversation il y a quelques jours. Vous avez très bien compris pourquoi vous n'étiez pas là? Non mais écoutez, vous êtes libre de votre plateau. Après, maintenant, il se passe que d'après ce qu'il m'a dit, on s'est très mal débrouillé à l'intérieur de notre formation politique. On a souvent été absent. Voilà. Je pense que j'ai demandé qu'il nous réserve une tranche d'antenne, parce que ce serait pas normal pour le fonctionnement normal de la République qu'il y a des partis d'opposition qui passent et que le RDP ne soit pas là. S'il y a une antenne qui nous est programmée, préparée pour cela, dédiée, je crois qu'on mettra à disposition en temps et en heure un communicant de RDPC. Cela a toujours été le cas, mais à chaque fois nous n'avons pas eu la possibilité d'avoir des communicants RDPC, Dieu merci. Vous êtes réajusté à votre niveau, nous sommes très heureux de vous avoir dans le cadre de ce programme ABK Matin. Et avec vous, on va aborder les sujets d'actualité, déjà commencer par le retour du président de la République qui a annoncé dans certains forats pour aujourd'hui. Vous confirmez cette information ou alors parce que ça circule et il n'y a pas meilleur interlocuteur que vous pour avoir des informations vérifiables à ce sujet? Non, la seule personne qui est habilitée à communiquer en de pareilles circonstances, c'est le directeur du cabinet civil. Oui. Il n'y a que lui qui peut donner l'information officielle pour savoir quand est-ce que le président de la République revient. Mais je trouve quand même qu'avec une certaine satisfaction, qu'on parle de plus en plus de retour. Oui. Là où on nous annonçait une catastrophe il y a quelques jours de cela, pendant de longues semaines, comme si on voulait faire une espèce de danse macabre sur quelqu'un qui a encore une certaine vitalité. Et puis on verra très bien, et je crois qu'il rentrera. Rien n'indique qu'en réalité, il y a eu beaucoup de spéculations à la matin, je ne voulais pas en rajouter, rien n'indique qu'il était en si mauvaise position que les gens l'ont dit. Donc, vous semblez l'annoncer, on suivra la journée d'aujourd'hui, peut-être celle de demain, pour savoir s'il est de retour, mais je pense qu'il reviendra tout de même. Et je ne vois pas l'intérêt de pouvoir avoir ce genre de spéculation, où qu'il soit, le président de la République. Les Camerounais cherchent leur président, est-ce que ce n'est pas légitime pour eux de le chercher? Tant mieux. Si c'est dans le cadre effectivement de cette expression d'un certain sentiment d'affection, naturellement, on comprendrait très bien. Mais quand vous avez entendu un certain nombre de personnes qui ont prédit des choses totalement horribles parlant d'un être humain au futur président de la République, moi ça m'a donné beaucoup de la peine. Parce que, admettons même que le président de la République ait éprouvé à un moment donné des difficultés de santé, c'est un être humain. Oui. Nous lui devons tout au moins notre compassion. Cette compassion-là a manqué à un certain nombre de personnes, notamment les gens qui sont déversés dans les réseaux sociaux. Ça, je peux le regretter. Maintenant, je suis d'accord avec vous que nous, tous les Camerounais, nous voulons effectivement que le président de la République revienne parce que nous voulons qu'il nous rassure. Et dans le cadre de cette assurance-là, je n'ai guère de doute que les choses vont aller dans le bon sens. Est-ce qu'en la matière, il n'est pas important pour les Camerounais d'être informés sur l'état de santé, si jamais il arrivait, parce que ce n'est pas le cas actuellement, le directeur du cabinet civil dans sa communication a été clair là-dessus. Le président de la République se porte bien, il est en parfaite santé, on s'en tient à ce qui a été dit par lui. Est-ce que dans le cas, si jamais il arrivait qu'il y ait un problème, est-ce qu'il n'est pas important pour les Camerounais d'être informés sur l'état de santé de leur président? Naturellement, les Camerounais seront informés, mais pas dans le cadre d'un buzz aussi lamentable que celui qui a été créé. A annoncé que... Est-ce que ce n'est pas l'absence d'information honorable, Samuel Motte, qui a créé toutes ces rumeurs autour de l'état de santé du président de la République? On peut tout définir un cadre dans lequel effectivement on communique. Ce cadre-là, à mon sens, n'a pas été dévoyé. Sauf que ce cadre-là, effectivement, n'est pas, comment dirais-je, dirigé par les gens, les agitateurs des réseaux sociaux. Oui. S'il y arrive un pépin de santé spontanément au président de la République, spontanément, on le dira, mais on ne sera pas là à la remorque des réseaux sociaux qui annoncent mille et une choses à la fois. Cela dit également, bon, vous allez me dire que c'est un personnage public, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que la santé également ne fait pas partie du domaine réservé des individus?
Après maintenant, on aussi, peut, dans d'autres pays, il y a des communications qui peuvent être faites. On peut également décider de ce qu'on donne au public pour pouvoir donner soit une assurance, soit une information peut-être alarmante. Mais je peux vous assurer, si le président de la République avait eu ces pépins de santé-là, le monde entier aurait été au courant. Parce que c'est l'un des présidents les plus regardés aujourd'hui, oui. De fait effectivement de sa longévité au pouvoir, de fait également de la position centrale qu'il occupe sur la scène internationale. Oui. J'ai beaucoup douté d'entendre sur les propos des gens qui annonçaient effectivement qu'il pourrait avoir des pépins, sans toutefois qu'une information concordante vienne d'une source même diplomatique parallèle. Un président de la République, notamment le président Paul Biya, ne peut pas être en difficulté de santé, et puis on s'entend uniquement aux spéculations. Oui. Et justement sur la question et toutes les spéculations qu'il y a eu autour de ce sujet, et on a qui disent que les organismes internationaux, les bailleurs de fonds, les investisseurs peuvent être réfractaires quant à l'idée de choisir la destination Cameroun pour leurs affaires lorsque ce type d'information prospère, et donc pour ceux-là qui ont laissé distiller la rumeur, cela ne sert pas forcément les intérêts du Cameroun qui se veut un pays émergent. Je suis d'accord avec vous que c'est totalement une démarche irresponsable. Mais ça prouve également quelque chose. Le président de la République, contrairement à ce que j'entends ici, là, c'est une caution morale pour la République du Cameroun. Vous voyez très bien que lorsqu'on l'annonce vacillant, il y a les bourses, il y a des bailleurs de fonds qui réagissent de manière très négative. Donc il faudra effectivement qu'ils soient là pour pouvoir continuer à nous donner cette assurance-là. Mais les bailleurs de fonds, ils sont comme ça, les bourses de valeur sont comme ça. Une information alarmante et puis tout le monde se met à spéculer. Et dans le cas de cette spéculation-là, effectivement, la note camerounaise a été plus ou moins mise à mal. Mais je peux vous assurer que le président de la République sait plus que quiconque quel est l'intérêt d'une stabilité dans un système politique, dans une nation. Et je peux vous assurer qu'il assurera cette stabilité pendant qu'il sera là, mais également il s'assurera également qu'après lui, il aura une certaine forme de stabilité de telle manière à ce que le Cameroun puisse rester tel qu'il a, lui-même au-dessus de son prédécesseur, mais également tel qu'il a gouverné pendant aujourd'hui 42 ans et peut-être un peu plus, nous l'espérons. Vous êtes sur ABK Radio, très chers auditeurs. Vous écoutez l'émission ABK Matin et nous recevons dans le cadre de ce programme Samuel Dieudonné-Motte, qui est coordonnateur des communicants RDPC pour la région du littoral. Honorable, 6 régions sur 10 du Cameroun durant le week-end, le samedi 19 octobre 2024 précisément, se sont retrouvées dans le noir. Et en cause, justement, il y a cette foudre qui a attaqué l'un des câbles de la Sonatrel, qui a provoqué un effondrement. Et les Camerounais ont eu très peur, se sont posé de nombreuses questions. Ça a été le cas pour vous, honorable? Oh, disons qu'on a tous reçu ce désagrément-là, mais maintenant, après, Sonatrel a bien expliqué qu'effectivement, avant l'explication, c'était un incident majeur, effectivement. Pour les Camerounais ont dû attendre quand même 2 heures à 3 heures de temps pour avoir des explications qui pouvaient un tout petit peu les rassurer. Oui, est-ce que, bon, peut-être vous voulez me dire qu'il faudrait qu'on trouve peut-être des solutions de repli quand il y a un incident qui arrive. C'est ce qui est recommandé dans le monde industriel. Dans le cas d'espèce, je ne sais pas dans quelle mesure on peut envisager un tel repli. Bon, maintenant, je voudrais également que vous remarquiez avec moi que tout au moins en ce qui concerne la ville de Douala, je ne peux pas répondre des autres localités. L'incident a été plutôt assez bien géré. Je crois que la panne n'a pas duré plus de 3 heures ou 4 heures, je ne sais pas très bien. Oui. Après, maintenant, on peut toujours espérer un monde sans incident, mais l'incident également fait partie des parcours, y compris les parcours industriels. Dans ce cadre-là, je crois, bon... Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de la qualité de l'énergie électrique qui est fournie aux Camerounais? Je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'améliorations par rapport à... quel niveau? Il y a beaucoup d'améliorations par rapport à la période, celle que j'ai connue dans mon enfance, par rapport aux années 80, 2000. 90, 2010, là, il y a eu vraiment des améliorations. Est-ce que c'était pas normal parce qu'on en était justement à construire la population, la démographie est en train de se mettre en place progressivement? Est-ce que l'évolution actuelle ne demandait pas qu'on fasse mieux que ce qui est proposé actuellement? Non, le fait effectivement qu'on est dans une dynamique de croissance démographique assez importante et sérieuse, bonne, oui. Je crois effectivement que ça crée plutôt des enjeux supplémentaires.
Vous voyez que malgré ces enjeux, la qualité de l'offre d'énergie s'est améliorée. Après, maintenant, on peut dire que nous n'avons pas une satisfaction à 100%, mais nous sommes, madame, nous sommes dans le cadre d'une dynamique de développement et chaque palier de notre marche que nous franchissons, je crois qu'il faudra de temps en temps qu'on s'arrête et qu'on s'émerveille. Vous savez, j'ai tendance à penser que nous avons, en ce qui nous concerne, un certain nombre d'entre nous, notamment qui vivons dans les centres urbains, nous avons des désirs de bourgeois. Nous avons des problèmes de bourgeois. Pendant que nous pleurons au centre urbain, que on nous a coupé l'électricité pendant 30 minutes, il y en a encore dans l'arrière-pays des gens qui sont qui se éclairent à la lampe tempête. Oui. La dynamique de développement du Cameroun aujourd'hui, développement auto-centré dans un premier temps, mais ensuite couronné à cela, ou alors suivi par la suite par le libéralisme communautaire, fait que nous sommes dans un modèle de développement qui est budgétivore. C'est-à-dire que nous pensons que nous pouvons développer le Cameroun, tout le Cameroun entier au même rythme. Ça également, ça demande des sacrifices. Oui. Et donc, pendant que on essaye d'améliorer, puisque nous parlons de la ressource énergétique, d'améliorer également des conditions d'accès des populations qui sont dans l'arrière-pays à cette ressource-là, on peut comprendre de temps en temps qu'il puisse y avoir des incidents au centre urbain. Oui. Nous sommes dans un monde solidaire, nous sommes dans un monde de partage. Il n'y a pas que les centres urbains, mais en même temps, y compris moi-même, quand je suis privé d'électricité pendant une nuit, effectivement, je vois à quel point cette offre-là est d'une importance. J'en ai parti pendant une période où je n'ai pratiquement pas dormi pendant cette coupure-là. Oui. Pour s'en remettre, effectivement, c'est compliqué, mais écoutez, nous sommes dans le cadre d'un développement qu'il faut apprécier à sa juste valeur et dont on doit également comprendre les mécanismes de fonctionnement. Vous appréciez les efforts qui ont été faits dans le sens de développer la qualité de la fourniture de l'énergie électrique, mais on se souvient que lors de la rentrée économique du GECAM, le président Célestin Tawamba, porte-parole des hommes d'affaires, se sont plaints de ce que la qualité de l'énergie électrique fournie actuellement ne leur permet pas de pouvoir offrir aux Camerounais les productions qui peuvent être celles de leurs entreprises. Ils ont même d'ailleurs eu une rencontre dans ce sens avec le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou Essomba, justement pour mettre toujours cette question prégnante de l'énergie sur la table. Donc quand vous le dites, peut-être sur le plan personnel, cela peut permettre, cela n'est pas visible en termes d'impact, mais sur le plan des investisseurs, des hommes d'affaires locaux, il n'y a que la qualité de l'énergie électrique aujourd'hui semble ne pas être à même de leur permettre de développer le pays comme ils le souhaitent. Mais pourquoi vous pensez que c'est le président du GECAM qui dit ça? C'est une prise de conscience nationale qui fait que si nous voulons industrialiser le Cameroun aujourd'hui, il faut qu'on augmente l'offre énergétique. D'où les grands travaux dont on parle. Est-ce que vous avez l'impression justement que ces travaux-là, les résultats sont visibles? Non, écoutez... Mekin était en arrêt il y a de cela quelques temps, deuxième arrêt après sa mise en service il y a à peine 4 ans, honorable. C'est un projet industriel. On peut également, bon, c'est peut-être regrettable de le dire. 15 mégawatts à la base. Aujourd'hui, on en est à injecter moins de 12 mégawatts, alors que cela n'était pas prévu comme ça au départ. Je suis d'accord avec vous que là, on est dans une démarche de développement, dans une démarche vertueuse. On a 2 cases dans cette dynamique-là à cocher. Il y a une case où on dit que ça a été fait, il y a l'autre case où on dit que ça n'a pas été fait. Effectivement, il faut être dans le cadre d'une dynamique vertueuse où on dit effectivement ça a été fait. Il n'y a pas de demi-mesure, je vous le concède. Mais je peux également, pour avoir contrôlé les projets industriels pendant longtemps, admettre également que de temps en temps, qu'il puisse avoir des loupés. Mais au moins, par rapport à la préoccupation que vous avez soulevée tout à l'heure, oui. Je vous dis tout simplement que ce n'est pas le GECAM qui le dit, c'est l'État du Cameroun qui le dit, c'est le gouvernement qui le dit. C'est pour ça, effectivement, qu'on est dans cette logique-là, même si vous notez par ailleurs qu'il y a des retards de livraison des chantiers ou alors des chantiers pour lesquels, effectivement, on se loupe. Mais écoutez, c'est également la courbe d'apprentissage qui est faite ainsi. On apprend de développement. Vous savez, on en a fait tellement en si peu de temps.
Quand vous avez 5 barrages à la fois à développer, vous pouvez bien imaginer que vous vous asseyez sur une certaine technicité qui par ailleurs ne vous appartient pas. Et nous n'avons pas aujourd'hui une main d'œuvre camerounaise, je le dis pour le déplorer, qui puisse prendre en main un tel chantier comme celui-là. À qui la faute, donc, honorable? Non, à qui la faute? Est-ce que les Camerounais, est-ce que le Cameroun, l'État du Cameroun n'a pas les moyens d'offrir des bourses aux jeunes Camerounais qui iraient à l'extérieur acquérir justement ces compétences et venir les mettre en service? Donnons-nous du temps. Et d'ailleurs, quand vous le dites, vous savez, le Cameroun il y a un regard très positif que l'on porte sur le Cameroun et les Camerounais quand ils sont à l'extérieur. Donc on ne peut pas dire que c'est la main-d'œuvre qui nous manque. Il y a également la technicité. La plupart de ces projets-là, il faut les rôder. Les gens qui les font aujourd'hui... Les rôder sans les Camerounais honorables. Non, mais tout le problème, il est à ce niveau. Je veux dire, à la date d'aujourd'hui, je regrette avec vous, quand à l'époque de l'ère industrielle, où est-ce qu'on en était, la révolution industrielle? On était sous le coup de la traite négrière. Quand on est parti de l'ère industrielle à d'autres révolutions qu'on a faites par la suite, on était des colonies. Il y a des gens, effectivement, qui ont développé pendant tout ce long parcours-là un certain nombre d'éléments qui sont aujourd'hui à leur possession, pour lesquels, effectivement, il faut avoir beaucoup de négociations. Vous ne pouvez pas penser que parce que vous avez mis un enfant à le supérieur, que demain ou après-demain, il serait capable de venir développer un barrage hydroélectrique. Il y a une technicité qui va avec, il y a une coupe d'expérience qu'eux, ils ont éprouvée pendant des années, passant de l'hydraulique maintenant au nucléaire et peut-être s'en vont demain ou après-demain à l'éolienne. Arrêter avec ce genre de considération-là qui consiste à dire non, c'est parce que les Camerounais ne se prennent pas trop au sérieux, qu'ils se laissent. On aura toujours besoin d'un expert qui viendra de quelque part. Et d'ailleurs, quand vous regardez le monde tel qu'il est fait aujourd'hui, vous pensez qu'il y a des gens qui sont nécessairement tout puissants partout? Qui a fait Panama? Panama, c'est aux États-Unis, hein. Je veux dire en Amérique. C'est des ingénieurs français qui sont partis faire Panama. De la même façon, quand on parle du canal de Suez, dans un monde plus proche, la plupart des gens qui développent des industries, des brevets au Silicon Valley, aux États-Unis aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement des Américains. On aura toujours ce brassage-là de techniques. Oui, il y a des Indiens qui sont très nombreux. Voilà, qui sont très nombreux dans le domaine. Oui. Je regrette tout simplement que cette histoire-là puisse se passer, comment dirais-je, à notre fort détriment, parce que les Européens, qui sont la plupart des Occidentaux, qui sont des plus grands détenteurs de brevets aujourd'hui, ont tiré une très mauvaise leçon de leur implantation en Asie. Et qu'aujourd'hui, l'Afrique souffrira de cela, de ce qu'ils ne veulent pas créer encore une deuxième concurrence après celle asiatique aujourd'hui qui est en train de leur damer le pion. C'est à nous d'être plus ou moins ingénieux à la matière, de savoir là où est-ce que nous posons nos pieds pour pouvoir voir comment est-ce que nous faisons pour nous développer, mais je ne perds pas espoir en cela. Est-ce que vous avez l'impression justement que c'est pris en compte, cette façon de réfléchir, penser justement qu'il y a des éléments sur lesquels il faudrait s'appuyer, des acquis qui pourraient bénéficier à la génération à venir lorsque vous observez la manière dont certaines actions sont menées actuellement? Ouais, c'est de nos bureaux que nous pensons que les gens qui sont en gouvernance ne se soucient pas effectivement de ce que nous allons léguer. Pas de nos bureaux, parce que la réalité aussi, la réalité aussi sur le terrain, elle est visible, honorable. De la maison, que nous pensons que les gens qui sont en gouvernance en ce moment ne se soucient pas trop de ce qu'on laissera aux générations futures. Je peux vous assurer que... Qu'est-ce qu'on laissera, par exemple? C'est l'occasion d'en parler à ceux-là qui mais cette ne le voient pas. Mais cette bonification-là qui fait que Fifi, vous n'avez pas étudié dans les mêmes conditions que moi. Je suis désolé, parce que vous êtes plus jeune que moi. Et c'est vrai aussi que le niveau est en pleine décrépitude, hein, parce que quand vous regardez, honorable, quand vous regardez la manière dont ceux qui hier étaient titulaires dans CEP pouvaient rédiger une note, pouvaient rédiger une lettre, pouvaient rédiger un texte, la manière dont cela a été fait, vous vous rendez bien compte aujourd'hui, quand vous prenez peut-être un enfant qui fait la classe de terminale, en fait certains, peut-être vous n'avez pas l'occasion. Mais ça, c'est une dynamique générale. On se rend compte, justement, c'est une dynamique générale qui inquiète. Générale, mais elle est mondiale, ce que je voulais vous dire. Elle inquiète. Non, elle est inquiétante pour tout le monde. Oui. Elle est inquiétante pour
pour tout le monde. Et du coup, on cherche des solutions. Je vous ai entendu il y a quelques années, on est parti de la méthode syllabique à la méthode globale, puis on parlait d'écriture, et puis encore on a fait chemin inverse. Oui. Là, aujourd'hui, on me parle des APC, on voit très bien. Mais en réalité, quand on évoque l'ensemble de ces technologies-là, de ces méthodologies, de ces stratégies, c'est parce qu'on réfléchit à cela. Mais après maintenant, Fifi, bon, il faut être nuancé dans les analyses. Oui. J'ai eu le CEP, je crois, il y avait 12 ans, 13 ans. Oui. Les enfants, il y avait plus de maturité, vous aviez plus de maturité. Les enfants aujourd'hui le passent avec 9 ans. De la même façon que de ma période, mes éducateurs, mes enseignants, c'était des gens qui avaient le CEPE et qui étaient de très bons maîtres d'école primaire. Aujourd'hui, quand vous prenez, y compris dans ma propre génération, je ne suis pas sûr qu'on aurait été en capacité d'enseigner une classe de CM2. C'est une dynamique d'évolution. Maintenant, écoutez, quand vous dites ça également, vous avez comme l'impression que c'est la faute à l'autre. Non, c'est la faute également à nous-mêmes. C'est-à-dire que vous devez prendre conscience de ce que l'éducation de votre enfant, c'est le trésor le plus important que vous pouvez lui léguer, nonobstant toutes les formes de richesse matérielle que vous pouvez avoir, financière. Grâce aux moyens que l'État met à votre disposition, non, honorable. Non, pas nécessairement. Si jamais un citoyen camerounais n'est pas capable aujourd'hui d'offrir un environnement acceptable à son enfant, il n'est pas capable d'avoir une maison, de se payer un loyer, il a un enfant qui l'envoie à l'école, qui se fait renvoyer tout le temps parce qu'il n'a pas accès au travail. Comment est-ce qu'il fait? Ce que vous soulevez là, c'est plutôt un motif de rébellion. En disant qu'en ce qui me concerne, c'est ça effectivement la dynamique des générations. En ce qui me concerne, je pense que je n'ai pas été dans un confort absolu. Je me refuse à ce que mes enfants puissent vivre dans les mêmes conditions que moi. Et donc vous trouvez, il faut être ingénieux. Pourquoi vous pensez que la solution vous viendra de quelqu'un d'autre? Non, c'est dans le cadre effectivement de cette prise de conscience-là que vous allez tracer votre sillon. Et puis à l'intérieur de votre propre famille, vous allez peut-être sortir un enfant qui tendra la pêche un peu plus tard aux autres. Ce n'est pas nécessairement... Ben écoutez, quand j'ai l'habitude de dire ça, parce qu'on est dans un système de sensibilisation absolue, quand je dis ça, on dit bon, c'est parce qu'il est en train de supporter le gouvernement. Je n'avais pas été militant de RDPC, mais je connais les conditions dans lesquelles les gens se développent dans les campagnes. Oui. C'est tout simplement une prise de conscience qui fait que, malgré la modicité de moyens, l'absence même de moyens absolus, il y a des gens qui nourrissent des rêves. Je suis, en ce qui me concerne devant vous, un de ces rêves-là qui est né il y a quelques années d'une veuve qui avait perdu de manière précoce son mari, qui a dit mon enfant ira à l'école. Il faut effectivement que les enfants, et en plus on est en ville. L'école coûtait combien, honorable, à l'époque? Les parents gagnaient combien? La vie chère n'existait pas, l'inflation galopante à laquelle les Camerounais assistent actuellement. Est-ce qu'elle existait par le passé? La crise économique, est-ce qu'elle a existé à cette époque-là, honorable? Sidonie, c'est une histoire de détermination. Après maintenant, on peut dire à un moment donné, j'ai essayé, mais je ne suis pas arrivé. Vous pensez qu'il y avait vraiment un confort absolu dans le village dans lequel j'étais à l'époque, où il fallait marcher 35 km à pied pour avoir la perspective d'entrer dans un cadre de transport hypothétique par ailleurs, hein? Vous pensez qu'il y avait un confort absolu pour des gens qui vivaient d'agriculture de subsistance? Non, c'est tout simplement vraiment un rêve que les gens nourrissent. En plus, il faut être ingénieur. La vie, elle n'est pas d'une aussi grande simplicité que l'on peut imaginer. La vie, elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas, j'allais dire, elle n'est pas merveilleuse, mais elle est merveilleuse pour tout le monde, mais elle n'est pas gracieuse pour tout le monde. Après, maintenant, quand on a raté un certain nombre de choses qu'on n'a pas pu avoir de manière naturelle, on essaie de les chercher. Je ne dis pas qu'on réussit souvent, mais qu'on ne réussit tout le temps, mais souvent également, il arrive qu'on puisse réussir. Cette idée-là dans laquelle vous voulez inscrire les gens dans ce pessimisme ambiant-là, de ce qu'on n'a pas suffisamment de moyens, les moyens très souvent on les cherche. Les moyens également peuvent être des moyens psychologiques. Et oui. Honorable, à votre époque, justement, ce qui motivait cette détermination, c'était le fait qu'on sache ce qui nous attend au bout du chemin, qu'on sache qu'après cela, on aura la possibilité d'accéder sur la base de nos connaissances et de nos acquis en termes de... Mais Sidonie, vous voilà journaliste en train de même... Oui, en train de vous poser, je vous pose justement des questions. Oui, il y a de nombreux... je suis en train de vous répondre. Oui, vous voilà en train de vous oui, honorable, je dis justement que cela vous a motivé parce que vous saviez qu'après, vous pouviez choisir le concours qui vous plaît et passer ce concours et sur la base de vos connaissances, de vos compétences, le réussir. Vous saviez que vous auriez accès à un boulot, vous saviez que vous auriez accès à un certain nombre de choses sur la base du mérite qui était le vôtre. Mais est-ce qu'aujourd'hui,
la réalité, elle est celle qui existait à Il une faut certaine époque. vivre avec son environnement. Vous n'avez pas voulu que vous le dise. La réadaptation, Attendez, comment est-ce qu'elle se attendez, fait? Est-ce que attendez, l'État, vous le n'avez pas voulu gouvernement que du je vous le Cameroun dise. n'accompagne pas ces jeunes dans le cadre de cette réadaptation? Sidonie, Oui, honorable. entre vous et la personne aujourd'hui qui s'est levée, qui a quitté son lit sans savoir ce qu'il doit faire de sa journée, il y a quand même une différence. Naturellement. Vous avez également la possibilité, là, aujourd'hui, de m'avoir en face de vous. Vous avez une occupation quotidienne. Entre vous et cette personne-là, peut-être c'est également une différence de démarche. Après beaucoup de difficultés, hein, donc, honorable, parce que Mais si on vous aura me posez on d'autres aura questions... toujours des difficultés, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Oui. Et les difficultés, au fur et à mesure que le développement économique se fera, vont aller s'agrandissant, s'aggravant. Oui. Après, maintenant, on va être dans le laisser pour compte. Je ne crois absolument pas. Les difficultés, effectivement, qui sont les vôtres aujourd'hui à trouver un emploi n'étaient pas les nôtres hier. Mais pour quelle raison? Pas parce que l'État, il y avait l'État-providence. Pas parce que l'État était plus généreux qu'il l'est aujourd'hui. Tout simplement parce que, à l'époque, je me rappelle, dans ma filière, on faisait 50 bacheliers. Avec 50 bacheliers, on a quand même de la marge pour pouvoir trouver du travail, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, aujourd'hui, dans la même filière, je crois qu'il y en a... c'est des paquets, c'est des milliers qu'on en forme. Naturellement, oui. Après, maintenant, on n'a pas un tissu industriel qui va faire que... Mais je peux vous assurer... Attendez. Gouverner, c'est prévoir, honorable. Attendez, prévoir quoi? Prévoir aussi qu'on ait cette population scolaire qui va obtenir des examens, qui sortira des écoles et qui aura besoin d'une continuité. S'il y avait un secret à pouvoir dire qu'on va donner du travail à tout le monde, tous les gouvernances du monde entier l'auraient sauté dessus. Les autres gouvernants se sont réinventés au niveau du système éducatif. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec notre pays? Non, il se passe seulement que notre économie se crée très peu d'emplois. Ça, c'est une réalité. Oui. Comment on fait donc pour corriger cela? Les économies de plus en plus sécrètent moins d'emplois. Ça, c'est également une réalité. Après, maintenant, les meilleurs réussissent à se frayer un chemin. Et les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Les autres également doivent être parlés, mais les meilleurs. Ce que je donne également... Si tout le monde devenait meilleur, honorable, qu'est-ce que ça donnerait? Où est-ce qu'on mettrait la société sera encore plus dynamique comme ça, à se challenger à l'intérieur en disant, oui, mais très bien, moi, je peux trouver un emploi de journaliste, je peux trouver, à force de réfléchir, un secteur dans lequel je peux m'investir. Comment est-ce que vous pensez que nécessairement tout le monde sera salarié aujourd'hui? Je veux dire, effectivement, ce qu'il faut réfléchir, et là, ce n'est pas au gouvernement que vous devez le demander, c'est cette idée-là qui consiste à dire que là, vous dites, par exemple, vous avez très facilement trouvé de l'emploi. Le bonheur n'est pas uniquement tout simplement trouver de l'emploi. C'est parce qu'à l'intérieur de notre tissu économique, on n'a pas été façonné, on n'a pas cette culture-là de la création de la richesse qui fait que... Il y a des entrepreneurs jeunes. Il y a des entrepreneurs qui ne bénéficient pas d'un soutien et d'un accompagnement honorable. Il faut les encourager dans ce domaine-là. Après, maintenant, je crois que c'est des choses qui se font de manière très spontanée. C'est la main invisible qui vous dit, par exemple, que si vous ouvrez un salon de coiffure, vous allez trouver une clientèle assez importante qui va vous permettre de gagner votre pain quotidien. Oui. Les problèmes de sous-emploi, d'ailleurs, il vaut mieux, d'ailleurs, je veux dire, en Afrique, on parle de sous-emploi, pas de chômage, et tant mieux. Oui. Les problèmes de sous-emploi est un problème que personne aujourd'hui n'a pu régler. Après, maintenant, vous avez de temps en temps... Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant de le dire? Ce n'est pas une fuite en avant. Écoutez, voilà un exemple que j'aime citer. 1981, débat Chirac-Mitterrand. Et à l'époque, le taux de chômage en France commence à augmenter. Et Chirac arrive sur le plateau de télévision, il ne faut pas dire chômage, il commence à dire les chercheurs d'emploi. Et Mitterrand lui retorque en disant, oui, on voit très bien que quand un mot vous brûle à la bouche, vous n'avez pas envie de le prononcer. C'est bien des chômeurs qu'il s'agit, dites bien chômage. Vous savez, 5 ans après, Mitterrand a réussi à gagner, il veut dire, en 1980, il a réussi à prendre la place de Giscard d'Estaing. Oui. De Giscard, c'est plutôt débat Giscard d'Estaing, Mitterrand. Et puis Mitterrand, 5 ans après, il déchante. Il dit, face au chômage, on a tout essayé. Quand vous regardez aujourd'hui les tendances de l'emploi sur le plan mondial, à l'époque, dans les années 80, d'ailleurs, quand il faisait mes cours d'économie, on disait qu'une économie est en plein emploi quand il y a un volant de 3% de main-d'œuvre qui n'est pas utilisé. Donc, quand on a un taux de chômage de l'ordre de 3%, on considère que nous sommes en situation de plein emploi. Aujourd'hui, les gens se contenteraient bien d'un taux de chômage de 10%. C'est tout simplement pour pouvoir vous dire que plus on avancera dans notre démarche vers le développement,
il y aura toujours cette sécrétion-là des gens qui ne seront pas employés. Après, maintenant, il faut que l'on sorte de ce schéma-là qui consiste à dire on trouvera forcément l'emploi chez le voisin. Oui. On trouvera forcément l'emploi chez quelqu'un d'autre. On peut nous-mêmes être des agents vecteurs de cet emploi-là. Il y a une politique aujourd'hui qui est en train d'être implémentée par le gouvernement, qui est celui de l'imposition, axée notamment sur des activités du primaire, la pêche, l'énergie, la pêche et l'agriculture par exemple. Il faut également que les jeunes essaient de s'y investir. Et ce n'est pas seulement en restant dans le centre urbain que l'on peut avoir une activité agricole. Il y a également un plaisir à rester dans les villages pour pouvoir s'y épanouir. Moi, il m'arrive souvent de plus en plus de repartir voir les gens qui ont décidé de ne pas venir en ville. Ces gars-là, ces gens qui y sont restés, ont un certain bonheur à pouvoir vaquer à leurs préoccupations quotidiennes dans ces conditions-là que vous considérez comme étant des conditions difficiles, mais qui sont les conditions de leur quotidien. Honorable, justement, sur les personnes qui vivent au village, on a la question d'un auditeur, M. Fambové Fafrandi, qui dit « Vous nous parlez de quel rêve ? Quel est le rêve pour quelqu'un qui, en 2024 au Cameroun, regarde encore sa récolte pourrie dans le champ, faute de route enclavée ? C'est son rêve, un exode pour faire la moto dans la ville de Douala. En fait, c'est la préoccupation de l'auditeur. C'est comme c'est moi qui ai suscité cette question. Je crois j'espère qu'il va me suivre. Il vous écoute, c'est lui qui l'adresse. Notre modèle de développement, il est celui-là. Oui. Développement autocentré, libéralisme communautaire. Et pendant que vous vous plaignez, Sidonie, du fait qu'il y a deux ou trois je veux dire, nids de poules qui jonchent votre parcours. Attendez, j'en viens. Oui. Laissez-moi. Pendant que vous plaignez de ça, vous citadins, il y a ces gens-là qui sont dans l'arrière-pays, qui voudraient qu'on leur crée des axes routiers pour qu'ils puissent convenablement évacuer leurs denrées alimentaires. Oui. Et nous sommes dans cette course-poursuite-là où on doit tout faire à la fois, le Cameroun. Et c'est pour cette raison-là, voilà également une statistique que je vais vous donner. Là, il est en train de dire qu'effectivement, qu'ils sont des damnés de la terre, qui sont abandonnés, de les laisser pour compte. Mais non, pas du tout. Quand vous regardez aujourd'hui ce que nous faisons en termes d'infrastructures routières, nous sommes loin devant tout le monde. 121 000 km d'axes routiers. Par exemple, en Afrique francophone, nous sommes les meilleurs en la matière. Après, maintenant, on se plaint de temps en temps qu'il y a des bourbiers. Ben, effectivement, les plaintes également font partie de notre quotidien. Nous sommes 121 000 km d'axes routiers au Cameroun de manière globale. Les Ivoiriens sont à 80 000. La qualité de ces axes routiers est prise en compte. Voilà. 40 000, c'est quand même un gap important. Oui. Sur la partie de ces axes routiers-là qui est bitumée, pendant que nous sommes à 12 000, les Ivoiriens sont à 8 000, ils sont à 9 000. Après, on me dit effectivement, mais vous voyez très bien qu'ils ont des autoroutes. Oui, on aura également nos autoroutes, mais même en matière d'autoroutes, on n'est pas aussi mal servi que cela. Après 10 ans, après 15 ans, les travaux durent. Honorable, ce sont des faits, c'est factuel. Lorsqu'on lance des travaux d'une autoroute... Mais je suis en train de vous dire que nous sommes plus loin que les autres. Après, maintenant, il y a effectivement cet appel de l'au-delà qui fait qu'on a toujours pensé qu'à côté, on fait mieux que nous. On ne fait pas mieux que nous. Nous voulons être les meilleurs, c'est normal, légitime de le penser. Après, maintenant, vous dites que les axes routiers sont dégradés. Vous avez totalement raison, mais vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit au départ. Aujourd'hui, toute la difficulté du gouvernement, c'est de trouver le juste équilibre entre aller chercher les gens qui sont dans les républiques, tel mon jeune là qui se plaint, et effectivement avoir des axes routiers confortables pour les citadins que nous sommes. On est dans cette logique-là. Et effectivement, quand vous voyez, contrairement à ce que j'entends ici ou là, on en crée des axes routiers, on les entretient. Malheureusement, en ce qui concerne les axes routiers, sur des axes comme les routes qui ne sont pas bitumées en terre, c'est un éternel recommencement malheureusement. Mais est-ce qu'on aura des moyens pour pouvoir faire en sorte que tous ces axes-là puissent être bitumés? Nous avons encore de la marge. Si on réduit par exemple le train de vie de l'État, ça peut résoudre un problème. Ouais, non, écoutez, ça également c'est du domaine du fantasme, je crois qu'on essaye. Mais là, mais c'est une prescription du président de la République, honorable. Si vous parlez de fantasme alors que c'est le chef de l'État qui le prescrit. Vous parlez du train de vie de l'État? Oui. C'est la masse salariale aussi de l'État. Quand on parle du train de vie de l'État. Oui, elle est forte chez nous. Entre autres. Elle est forte chez nous, donc. Oui. Vous me dites, vous avez des problèmes de sous-emploi. Hein? Oui. Il faut recruter, il faut donner les moyens pour donner. C'est ce que l'État essaie de faire.
L'État l'a tellement fait qu'à un moment donné, vous avez compris, l'ENS, on ne prendra plus automatiquement, Oui. l'INSET, on ne prendra plus automatiquement. Dans un certain nombre d'écoles où il y avait l'intégration qui était directe, parce qu'on n'en peut plus. En réalité, c'est un problème collectif. Et c'est dangereux, chaque fois, vous qui avez des antennes, de dire aux gens, le gouvernement n'a pas pu faire ceci. Il faut qu'on prenne conscience de ce que demain ou après-demain, le Cameroun va se développer avec l'effort de tout le monde. Sans nécessairement compter, effectivement, l'État doit organiser un cadre qui puisse permettre l'épanouissement des affaires, par exemple. L'État doit donner des axes routiers qui puissent permettre que une personne, quand il a fait son agriculture dans l'arrière-pays, qui puisse l'évacuer convenablement. Mais dans la limite également des moyens budgétaires. On n'est pas dans un monde, autrement dit, serait suicidaire, où on crée la valeur, la masse monétaire, comme on le voit à souhait. Il y a des limites également qui nous sont fixées par des règles économiques. Nous sommes dans cette dynamique-là. Mais pour autant, il ne faut pas que les gens renoncent. Il ne faut pas que les gens se résignent à continuer à chercher des voies et moyens qui leur permettent de se développer. Je peux vous assurer, je suis quelqu'un qui vient de très très loin. Quand je dis de très très loin, par rapport à la situation de Douala, où j'ai vu effectivement les dynamiques de développement. Quand on est fataliste, on peut également se lever le matin et on dit qu'on n'a rien à faire. Notre devoir d'homme, c'est de perpétuer cet élan de générosité-là qui nous vient des siècles et des siècles, qui nous sont transmis par des générations qui nous ont précédés. Nous avons reçu un environnement bonifié parce que la vie telle que nous la faisons aujourd'hui, ça ne peut pas être la vie de vos parents, Sidonie. Vos parents ont vécu dans des conditions plus compliquées que celles que nous évoquons aujourd'hui. Et notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que les enfants ne puissent pas hériter également de nos problèmes que nous assumons aujourd'hui. Nous travaillons essentiellement pour cela, que l'on soit dans le gouvernement. Notre gouvernement travaille pour cela. Vous-même, vous travaillez pour cela parce que vous voyez très bien que lorsque vous avez un enfant, vous dites à cet enfant-là, je voudrais bien que vous soyez autre chose que journaliste. De la même façon que moi, aujourd'hui, je me bats pour que l'enfant ne soit pas uniquement ce que j'ai pu faire moi, qu'il le fasse nettement plus. C'est ça la dynamique, effectivement, de développement. Et ne pensez pas un seul instant qu'il y aurait une personne à l'intérieur d'un gouvernement, par exemple, qui serait contre cette mouvance-là. Après, maintenant, il y a des problèmes que vous soulevez, où les gens s'empiffrent, les gens prennent de l'argent pour les autres. Là également, il faut essayer de nuancer les choses. J'ai été au contact avec les membres du gouvernement. Oui. C'est des gens qui ont à cœur de développer le Cameroun. Il y a un ministre que l'on prend en griffe sur lequel j'ai décidé de prendre la défense parce que j'ai vu ce monsieur à l'œuvre, Nganou Djoumessi. Quand Nganou Djoumessi vous reçoit dans son bureau, il vous reçoit en dormant. Parce que des nuits entières, il écume nos sentiers pour savoir s'il peut trouver une solution à telle ou telle chose. Après maintenant, on voit très bien, on lui met à la figure le fait qu'il a animé le développement de l'axe routier qui me permet de rentrer dans mon département et qu'il y a peut-être 20 mètres qui sont affaissés. Ah non, c'est un très très mauvais ministre. Non, il faut être tolérant également et compréhensif. Et d'ailleurs, je veux vous assurer, vous allez passer la parole à mes amis de l'opposition. Ils sont très intelligents. Eux, en face d'eux, il n'y a personne qui puisse comprendre quoi que ce soit. Nous avons effectivement, et ça c'est l'école camerounaise qu'il faut monter, pour lequel il faut avoir une forme de merveillement qui fait que même à l'intérieur de nos administrations, nous avons des gens de valeur. Après maintenant, on peut peut-être faire mieux. Très bien. Moi je m'inscris dans le cadre de l'amélioration continue, mais on essaie de faire l'essentiel. Merci, honorable Samuel Dieudonné Motte, d'avoir répondu à nos questions ce matin dans le cadre de ABK Matin.